Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler de Jordan Peterson, ce psychologue canadien que normalement je ne devrais pas avoir besoin de présenter, mais que je vais introduire quand même pour ceux d'entre vous qui, par hasard, seraient passés à côté de la médiatisation de ce personnage. Jordan Peterson est psychologue clinicien, il enseignait à l'université de Toronto jusqu'à il y a 2 ans, je crois, puisqu'il est en année sabbatique, il a pris plusieurs années sabbatiques pour aller faire des conférences, pour promouvoir notamment son dernier livre, 12 Rules for Life, que même le youtubeur PewDiePie a lu, donc c'est vous dire à quel point le mec est médiatisé. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, la chaîne YouTube de Jordan Peterson a plus d'1 million d'abonnés, je crois qu'il est autour de 1 700 000, mais il y a 2 ans, il était totalement inconnu du grand public, et ce qui l'a fait apparaître sur la sphère médiatique, c'est une prise de position qu'il a eue à l'époque du Bill C-16. Alors, qu'est-ce que c'est le Bill C-16 ? C'est une loi canadienne qui visait à promouvoir les droits des personnes transgenres en mettant des amendes, je pense que ça n'allait pas au-delà des amendes et des sanctions financières, des amendes aux gens qui se tromperaient ou qui refuseraient délibérément d'employer un des innombrables pronoms inventés par certains membres de la communauté LGBTQ+, pour désigner les personnes transgenres. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Vous pouvez deviner, pour ceux qui connaissent ma chaîne, que dans une approche majoritairement libertarienne, faire des lois pour interdire aux gens de se tromper de pronoms, c'est quand même un petit peu du fascisme, mais évidemment, il n'y a pas qu'une histoire de se tromper de pronom, il peut y avoir une forme d'injure discriminante à faire exprès de se tromper de pronom. Imagine, on va faire un parallèle sur la couleur de peau, t'as un collègue qui n'est pas du même type ethnique que toi, t'as un collègue asiatique, et tu fais exprès de l'appeler l'Africain, alors que tu vois bien que ses parents étaient des Chinois ou des Coréens, évidemment, te tromper, entre guillemets, d'origine ethnique quand tu le désignes, ça devient vite, clairement, une marque de racisme. Donc on peut comprendre aussi l'envie de dire aux gens, ne faites pas exprès d'employer le pronom « il » quand vous avez en face de vous une personne qui a clairement été opérée pour devenir une femme, par exemple une des sœurs Wachowski. Si vous faites exprès de dire « il », ça va blesser la personne et ça peut être une marque de mauvaise volonté, donc on peut défendre un petit peu l'idée de ne pas chercher à blesser inutilement les gens, mais évidemment on peut difficilement défendre l'idée d'imposer des champs lexicaux à une population. Sauf qu'en fait, quand on y réfléchit 2 minutes, toute culture impose des champs lexicaux à sa population, moyennant sanction. C'est le principe d'une loi, c'est le principe d'une norme culturelle. Il y a la sanction pécuniaire ou pénitentiaire, mais il y a tout simplement la sanction de base qui est l'ostracisme. Dans toute culture, si vous violez la norme, eh bien vous allez avoir des problèmes d'ostracisation par vos congénères. Toujours est-il que Jordan Peterson a pris publiquement fait et cause contre cette loi, en disant que c'était, alors en anglais on appelle ça du compelled speech, c'est-à-dire du discours contraint, on va appeler ça comme ça, donc une forme de novlangue finalement, et que c'était une atteinte gravissime aux libertés individuelles. Ce qui me donnera l'occasion de revenir un peu plus tard sur le positionnement politique de Jordan Peterson, puisque certains, notamment dans les médias français, l'accusent d'être d'extrême droite, enfin d'ultra-droite, ultra-droite, extrême droite, qu'est-ce que ça change ? Ça veut dire que ce sont des pestiférés de toute manière, on va y revenir. Donc à l'époque du Bill C-16, la prise de position de Jordan Peterson l'a mise sur le devant de la scène. Mais avant qu'il soit connu des francophones, il a fallu un peu de temps. Et un autre élément qui a contribué à son succès, puisque le Bill C-16 c'était en septembre 2016, en tout cas la prise de position de Peterson c'était en septembre 2016, l'autre élément c'est en janvier 2017, une désormais légendaire interview de Jordan Peterson sur une chaîne anglaise, Channel 4 pour ne pas la nommer, interview menée par Cathy Newman, présentatrice visiblement féministe, mais surtout de très mauvaise foi, ou alors très stupide, je sais pas ce qui est le pire, comme hypothèse. Par pitié, ne mettez pas tous les féministes dans le même sac, il y a différentes sortes de féministes et de féminisme, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le Raptor dissident. Une journaliste qui a donc essayé de caricaturer les propos de Peterson, en fait de pêcher à la recherche de la formule choc qui allait créer le scandale et rendre l'interview virale. Une technique journalistique tout à fait adaptée à l'ère du temps. Et il s'avère que la vidéo est effectivement devenue virale, mais pas pour les raisons espérées par Cathy Newman, elle est devenue virale parce que Jordan Peterson a démontré une incroyable compétence pour recadrer les questions qui lui étaient posées, sans s'énerver, tout en restant courtois, mais assertif, ce qui est extrêmement compliqué à faire, surtout quand tu es confronté à un interlocuteur qui a visiblement l'air de n'avoir rien compris à tes propos ou qui cherche absolument à te faire passer
et à te faire dire des choses qui ne sont pas conformes à ce que tu penses, à te faire passer pour voilà un incroyable machiste, misogyne, régressif qui veut interdire le droit de vote aux femmes. Et Jordan Peterson a réussi à faire preuve de ce sang-froid. C'est vraiment une interview que je vous invite à aller voir si vous voulez rire un bon coup. Et puis vous pouvez aussi aller regarder certaines analyses qui ont été faites. Il y a des gens qui ont compté le nombre de fois où Jordan Peterson avait reformulé, recadré finalement les questions de Cathy Newman. Interview devenue virale qui là a amené Peterson un peu plus sur le radar francophone. Même le prestigieux journal Le Monde a consacré un article à Jordan Peterson après son passage sur Channel 4. Alors le titre de l'article est un petit peu perturbant parce qu'il s'appelle Jordan Peterson, nouveau héros des masculinistes. Et là, la question, c'est comment est-ce que tu définis le masculinisme? Est-ce que tu considères que c'est une forme de misogynie? Ou est-ce que tu considères que c'est juste un miroir de certains féminismes? Tous les féminismes ne sont pas misandres, et toutes les féministes ne sont pas misandres. Donc un miroir de ça qui dit juste, il y a des discriminations sexuelles qui sont faites envers les hommes. Par exemple, notamment aux États-Unis, dans le cas des divorces, où les mecs se font allumer, et vous pouvez aller vérifier ça en regardant les chiffres des divorces, des gens connus, que ce soit Tiger Woods, Arnold Schwarzenegger, etc. Vous verrez comment les mecs se font allumer par la juge et doivent payer des trucs qui sont non pas proportionnels aux besoins de l'ex-épouse et des enfants, mais proportionnels aux revenus de l'homme, alors que l'épouse n'a pas nécessairement contribué à la carrière de son mari, quoi. Voilà, donc on a ce genre de biais. Je sais qu'il existe aussi en France un mouvement là-dessus sur les gardes alternées, qui dit que les hommes auraient moins de gardes que les femmes. J'ai pas vérifié les données, je ne sais pas si c'est vrai, mais tout ça pour dire qu'il y a ce masculinisme-là, mais malheureusement, sous la plume de certains médias français, le masculinisme est plutôt synonyme de misogynie, de réaction machiste, etc. La preuve, c'est le récent passage de Jordan Peterson dans une émission intitulée Les Nouveaux Gourous, une interview réalisée par Martin Veil, qui vient de l'équipe du Petit Journal, donc une émission qui se pose comme une émission de gauche. Je dis qu'elle se pose parce que je suis pas sûr que Canal+ soit une chaîne de gauche. Et maintenant ils sont passés chez TF1 si je dis pas de bêtises. L'émission s'appelle Le Quotidien, Martin Veil en a été un collaborateur. Et on peut voir que quand on va voir la description de l'interview, puisque l'interview est disponible sur YouTube via la chaîne Quotidien, on peut lire des choses assez intéressantes et assez intrigantes au sujet de Jordan Peterson. Martin Veil a rencontré le phénomène intellectuel du moment aux États-Unis et au Canada, le professeur de psychologie Jordan Peterson. Passé par Harvard, il enseigne aujourd'hui à l'université de Toronto, emballage chic pour un discours choc, des positions ultra conservatrices et polémiques. Inconnu du grand public il y a encore 2 ans, il est devenu la caution intello de l'alt-right, l'ultra-droite américaine. Fervent défenseur d'un nouvel ordre patriarcal, Peterson tape sur à peu près tout, le politiquement correct, les féministes, le mouvement MeToo. Arrêtez les frais les mecs, là ça va pas du tout. Parce que, quand tu connais un minimum le travail de Jordan Peterson, et je dis bien un minimum, parce qu'il y a plus de 350 vidéos sur la chaîne de Jordan Peterson, et si on va voir les 10 premières qui ont été publiées historiquement sur la chaîne, sur ces 10 premières vidéos, t'en as 8 qui durent plus d'1h30, parce que ce sont des conférences filmées qu'il a données à Harvard. Donc on peut pas demander à qui que ce soit de connaître l'intégralité du travail de Jordan Peterson, sachant que de toute manière il y a des redondances, puisque il fait des tournées de conférences aux États-Unis et maintenant aussi en Europe je crois, et il va évidemment déployer le même propos. Donc pas d'argument ad nauseam contre les gens qui ne connaissent pas son travail, pas d'argument ad nauseam contre moi, s'il vous plaît, c'est pas la peine de venir me dire tu n'as pas regardé 350 heures de vidéos de Peterson. Non, j'en ai regardé une dizaine peut-être, une dizaine, une quinzaine, je sais pas trop, j'ai pas chronométré, mais toujours est-il que je connais bien mieux le travail de Peterson que ce soi-disant journaliste français, et quand je lis cette présentation, je suis mort de rire. Alors au-delà de l'opportunisme qui consiste à présenter les choses de manière provocante pour faire des vues, créer une polémique, et peut-être créer du contenu qui va devenir viral, il y a un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On appelle ça des fake news maintenant, mais ça s'appelle tout simplement du mensonge et de la manipulation. Est-ce que Jordan Peterson appartient à l'ultra-droite? Alors, moi, je vais te dire, non, il n'appartient pas à l'ultra-droite. Alors, il y a un problème quand même de transposition de l'échiquier politique américain états-unien à l'échiquier politique français, parce que le centre états-unien, c'est pas le centre français, et que les socialistes français, c'était pas, en tout cas pendant longtemps, c'était pas exactement les démocrates américains. Même si peut-être que ça va y ressembler.
Et quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon aux États-Unis serait un dangereux marxiste. Voilà, alors que c'est pas un dangereux marxiste, hein, c'est juste un mec très arrogant qui sera le premier à utiliser les pouvoirs de police pour persécuter ses opposants politiques s'il arrive au pouvoir. Je suis prêt à parier une certaine somme d'argent sur ce point. Mais même si l'extrême droite française n'est pas exactement le reflet de l'extrême droite américaine, tu peux pas dire que Peterson c'est l'ultra droite. Ça n'a aucun sens. C'est quelqu'un qui critique beaucoup un certain type de pensée de gauche, mais critiquer l'extrême gauche qui veut prétendre que seule la culture influe les identités sexuelles et que la biologie n'existe pas, c'est pas une posture d'extrême droite, c'est juste une posture scientifique, consistant à dire revenez sur Terre les gars, il y a un truc qui s'appelle l'évolution, il y a un truc qui s'appelle la biologie, il y a un truc qui s'appelle la sélection naturelle, la génétique, l'épigénétique, et voilà, vous pouvez pas tout mettre sur le dos de la culture, ça n'a aucun sens d'un point de vue rationnel. C'est pas une posture politique en fait. Enfin, ça ne devrait pas être une posture politique. Ça devrait juste être une posture de rationalité et une posture scientifique. Sur ce point, petite précision, parce que moi j'aime beaucoup entendre Peterson taper sur les marxistes et sur les postmodernistes, mais il semblerait que en fait Peterson fasse un amalgame entre le marxisme et le postmodernisme qui n'est pas très pertinent. Je l'ai découvert en tombant sur une chaîne très intéressante qui s'appelle Koch Philosophie. Hein, tout le programme est dans le titre, une chaîne donc plutôt à gauche et plutôt influencée par le postmodernisme, et il y a une vidéo consacrée aux approximations de Peterson sur le postmodernisme, donc je vais la mettre en lien de la présente vidéo pour que vous puissiez aller voir des contre-arguments, que vous puissiez muscler votre esprit critique, c'est la moindre des choses. Donc il semblerait que Peterson ne soit pas hyper compétent pour commenter le travail de Derrida ou de Deleuze, très bien. N'empêche qu'il est tout à fait percutant quand il critique une certaine forme de collectivisme et de politique de groupe. Après, on peut lui faire le reproche de ne pas forcément être complètement cohérent, d'être un peu dans la contradiction, parce qu'en même temps, il s'intéresse beaucoup, on va dire, à la notion de liberté individuelle, mais en même temps, il porte des valeurs qui sont réactionnaires, effectivement, sur l'importance de la famille, l'importance de faire des enfants, l'importance du mariage, et on pourrait dire que c'est pas forcément mettre l'individu au premier plan que de mettre l'accent sur la famille, sur le mariage, voire sur la religion. Parce que Peterson, là encore, on peut lui reprocher de ne pas être très clair, il dit qu'il se comporte comme si Dieu existait, mais qu'il fait des conférences comme si Dieu n'existait pas. Il a un bagage scientifique, même si la psychologie n'est peut-être pas ce qui nous semble aujourd'hui la plus rigoureuse des sciences, et il est donc dans ce paradoxe du scientifique, en tout cas de l'intellectuel, qui reconnaît qu'il y a plein d'éléments qui pourraient nous pousser à devenir agnostiques ou au moins athées, enfin athées ou au moins agnostiques, pardon, mais que lui, voilà, il considère que la religion a des vertus notamment sur la régulation culturelle. On peut trouver que c'est très paradoxal d'avoir une pensée qui est une pensée libérale, voire libertarienne, et en même temps une pensée avec une forme de moralité, d'appel à la moralité et à la régulation sociale par certains outils, y compris des outils religieux. Même chose pour les relations amoureuses. Peterson considère que la monogamie est un outil de régulation sociale et il rappelle, ce qui semble être le cas, hein, j'ai pas été vérifier exactement les données, mais ça semble assez rigoureux, il rappelle que les sociétés qui pratiquent la polygamie sont plus violentes que les sociétés qui pratiquent la monogamie. Là encore, ça peut s'expliquer avec un outil comme Spiral Dynamics. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers de ma chaîne et qui débarquent là parce qu'il y avait Jordan Peterson dans le titre, je vous invite à mettre la vidéo en pause, je suis très sérieux, parce que je vais être amené à utiliser un vocabulaire qui vient d'un outil qui est très peu connu en France, qui s'appelle Spiral Dynamics, qui vient d'un livre qui s'appelle Spiral Dynamics, contenu, grille théorique, carte du territoire finalement, sur laquelle j'ai écrit un article d'introduction qui est très dense, mais c'était le niveau de densité minimum pour parler correctement de cet outil. Donc, je vous invite à aller lire l'article et à revenir après. Que fait Jordan Peterson quand il parle du mariage et qu'il compare la monogamie et la polygamie? En fait, il compare le métasystème rouge et le métasystème bleu. Parce que dans les métasystèmes rouges, évidemment, tu vas avoir une tendance à l'accumulation des richesses. Et dans un univers très patriarcal, comme, je sais pas moi, l'univers des Huns, par exemple, eh bien, oui, avoir plein de femmes, c'est considéré comme un signe de puissance. Donc, la polygamie est un peu consubstantielle. En tout cas, elle fonctionne très bien avec les métasystèmes rouges, et le métasystème bleu arrive et dit hop hop hop, là tout ça c'est complètement pas fonctionnel par rapport au sacrifice de l'individu pour le bien-être collectif, donc maintenant vous allez avoir droit à une femme, et puis c'est tout.
Et donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de métasystèmes bleus à l'œuvre chez Jordan Peterson. C'est tout à fait normal qu'ils mettent en avant la monogamie, etc. Après, il y a des choses qui sont liées à sa personnalité plus individuelle, psychologique, et pas à ses métasystèmes, pas que. Et par exemple, il fait la promotion du mariage comme un outil de soutien mutuel. Il fait la promotion de ça en expliquant que lorsque tu es marié, ça te pousse à te dépasser quand tu rencontres des problèmes, quand tu rencontres l'adversité, parce que tu as fait le serment, finalement, d'être toujours là pour ton compagnon ou ta compagne, et ton partenaire a fait le même serment. Et donc vous allez vous soutenir, et ça crée de la sécurité, de la stabilité, parce que, bah oui, tu pars du postulat que ton partenaire va pas te quitter au premier problème. Alors que dans le monde des relations informelles, que connaissent beaucoup les vingtenaires et les trentenaires dans les grandes villes occidentales, on peut partir au premier problème. Voilà, j'en ai parlé dans une vidéo sur pourquoi les relations de couple ne duraient pas quand il n'y avait pas de projet. Alors là encore, est-ce que c'est être d'extrême droite que de promouvoir le mariage et ce genre de choses? Non, c'est juste une posture réactionnaire, dans le sens le plus neutre du terme. C'est-à-dire que c'est une réaction à certains changements culturels, par exemple le développement du polyamour, par exemple la promotion de la polygamie par certaines religions. Les gens qui vont le qualifier de militant d'ultra-droite sont des gens soit qui ne connaissent pas son œuvre, en tout cas qui ne connaissent pas ses positions, soit des gens qui ont intérêt à le diaboliser parce que malheureusement, une fois que tu as collé cette étiquette d'ultra-droite sur quelqu'un, il y a toute une partie du public un petit peu crédule ou très polarisé et très hooliganisé sur le plan de vue politique, qui va dire moi je veux pas savoir ce que raconte ce mec, je veux pas en savoir plus sur Peterson, il est d'ultra-droite. Voilà. Si tu te contentes de 13 minutes d'interview tronquée, doublée avec un doubleur extrêmement agressif, l'interview entre Martin Weil et Peterson, oui, tu vas te dire je veux pas en savoir plus sur ce que dit ce mec. Mais puisque c'est pas le cas, on peut se poser la question du succès de Jordan Peterson. Voilà, il faut quand même préciser un truc, c'est que Peterson a de réelles qualités. Moi, je suis pas d'accord avec lui sur le mariage. Enfin, je peux tout à fait comprendre que les sociétés polygames sont plus violentes que les sociétés monogames. Et sur ce point, je vous renvoie par exemple au travail de Steven Pinker sur la baisse de la violence dans le monde, sur les tendances qui indiquent une amélioration de la situation globale, sans pour autant faire de l'angélisme et considérer qu'on est sûr que tout va continuer à s'arranger. Steven Pinker, c'est un humaniste progressiste, mais qui insiste sur la nécessité de rester vigilant pour pas repartir en sucette à l'échelle planétaire. Donc, ça me paraît plutôt une position modérée. Je ne suis pas d'accord sur la religion, moi je suis athée, je ne suis pas d'accord sur le mariage, enfin je peux être d'accord sur l'analyse de Peterson, du mariage en tant qu'outil de soutien, mais moi je refuse pas un certain nombre d'évolutions de la société, parce que justement je suis évolutionniste et je considère que les choses changent et que dans les changements il peut y avoir des choses qui sont fonctionnelles pour le collectif et des choses qui ne sont pas fonctionnelles. Et quand je vois que lors de la consultation qu'il y a actuellement en France, suite aux Gilets jaunes, un des trucs qui revient, c'est la suppression du mariage homosexuel, parce que c'est pas le mariage pour tous, c'est le mariage homosexuel, il faut l'appeler par son nom, je suis un peu blasé, parce que interdire le mariage homosexuel, c'est pas utile en fait. Mais ça correspond à l'expression du métasystème bleu qui est très actif dans la population française, qui est aussi très actif chez certains professionnels de la politique en France. Il ne s'agit pas de séparer forcément les dirigeants et les dirigés, mais il s'avère qu'on a un logiciel bleu qui est malheureusement ultra dominant en France, même s'il est dominant en pensée et pas forcément en pouvoir réel, parce que c'est le métasystème orange qui a le pouvoir en France, comme à peu près sur toute la planète, à l'échelle mondialisée, globalisée. Mais voilà, on a eu une poussée de métasystème vert avec le mariage pour tous. Le problème, c'est que quand tu as une partie de la population qui est sans doute majoritaire en France et qui est ce qu'on a désormais coutume d'appeler les perdants de la mondialisation, pour reprendre un terme de Éric Zemmour, donc il n'est sûrement pas le seul à avoir forgé, mais puisqu'il l'a popularisé, ces perdants de la mondialisation, ce sont des gens qui ont un rapport très compliqué au métasystème orange, parce que forcément, ils voient pas l'intérêt du système orange. Quand t'as des gens qui manifestent en disant, voilà, on veut bien payer les taxes, enfin, on en voudrait moins, mais on veut bien les payer si les riches les payent et qu'on rétablit les CEF, parce que comme ça on aura des hôpitaux, tu vois bien que c'est un logiciel collectiviste. Voilà, c'est une expression du métasystème bleu. Et pour amener tout ce beau monde à accepter du vert, et notamment le mariage pour tous, il faut d'abord qu'ils connaissent l'opulence financière qui est censée être fournie par le métasystème orange. Je simplifie un petit peu, mais vous voyez l'idée.
Donc, moi, je suis pas du tout dans la réaction, même s'il y a des choses qui m'exaspèrent. Je suis peut-être dans la réaction parce que je trouve ça scandaleux que dans les transports en commun, il y a des gens qui écoutent de la musique à fond ou qui mettent leurs pieds sur les sièges. Donc oui, j'ai un côté réactionnaire sur ce genre de détails parce que je trouve que ça manque de civisme. Mais sinon, je suis pour la liberté des homosexuels à se marier et surtout leur liberté à divorcer parce que le mariage homosexuel, c'est surtout le divorce homosexuel. Je pratique la non-exclusivité, donc moi, la monogamie, si tu veux, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, et je pense que malheureusement, puisque l'espèce humaine est fondamentalement polygame, la monogamie, en fait, c'est quelque chose qui crée beaucoup de névrose chez les gens, parce que c'est un conflit intérieur entre ton engagement officiel, ta tentation vers d'autres partenaires sexuels, et le fait que si tu passes à l'acte et que tu trompes ton époux ou ton épouse, tu vas en plus avoir des problèmes de culpabilité, donc ça marche pas très bien, c'est pas la meilleure proposition faite par le métasystème bleu. Donc je suis en désaccord avec Peterson sur plein de choses, mais il faut lui reconnaître un certain nombre de qualités. La première qualité, c'est qu'il est brillant. C'est quelqu'un qui est un bon orateur, quelqu'un qui sait rendre ses histoires passionnantes, et pour les rendre passionnantes dans ses conférences, il fait beaucoup appel à des notions de symboles, il fait appel à de l'iconographie. Vous trouverez par exemple des cours qu'il donnait à Toronto où il commente des films de Disney comme Le Roi Lion. Bon, alors, il n'est pas dupe et il sait très bien que c'est emprunté notamment à Shakespeare, Le Roi Lion, mais il va passer par cette imagerie populaire, il va passer par ces mèmes qui sont dans une grande partie de notre imaginaire collectif, en tout cas en Occident, et il va les commenter, et il va les renvoyer à des symboles plus anciens. Peterson fait aussi beaucoup appel à la notion d'archétype jungien. Alors moi je suis pas fan du tout de cette notion, parce que Jung, ça reste un psychanalyste, même si c'était quelqu'un sans doute de bien plus intéressant que Freud, et peut-être de bien plus honnête aussi. Mais toujours est-il que, en s'appuyant sur des relectures symboliques, et c'est tout le contenu de son premier livre, Maps of Meaning, c'est plein de schémas, alors je vous mets quelques illustrations en passant, c'est plein de schémas avec des icônes religieuses, avec des références à des dieux sumériens, il y a une référence à Marduk, c'est génial, moi j'adore le black metal, donc je suis content qu'on mentionne Marduk, tu vois. Et faire appel comme ça à des icônes et des symboles, c'est très intelligent au niveau de la qualité pédagogique du contenu, parce que ça parle à notre métasystème violet. Même si tu es un mec qui est à fond fan de transhumanisme ou qui est complètement fan de boursicotage, que tu es un gros trader centré en orange, bah il reste peut-être quelque part une petite couche de violet. Et puis surtout, le public de Jordan Peterson, c'est avant tout un public de jeunes adultes qui a besoin d'un étayage bleu et d'un étayage orange, parce que la particularité de Peterson, c'est que même s'il y a beaucoup de métasystèmes bleus dans ce qu'il dit, notamment sur le mariage, et je reviens pas sur tout ce que j'ai dit avant, c'est quand même quelqu'un qui met en avant la responsabilité individuelle, le libéralisme économique, donc beaucoup d'orange, et qui en même temps a la nuance de reconnaître des arguments à ses détracteurs. C'est d'ailleurs une des règles de vie de son dernier livre, la 12 Rules for Life, où il dit partez toujours du principe, lorsque vous débattez ou lorsque vous discutez, que votre interlocuteur a quelque chose à vous apprendre. Et c'est quelque chose qu'on reconnaît dans sa manière, par exemple, de gérer l'interview sur Channel 4, et c'est quelque chose qu'on reconnaît parce qu'on l'entend régulièrement dire there is a case about athéisme, there is a case about les politiques de répartition des richesses. Donc en gros, there is a case, ça veut dire you can make a case, ça veut dire que tu peux construire une argumentation, tu peux, c'est un langage un peu juridique, tu peux arriver avec un cas étayé, c'est-à-dire un dossier juridique pour défendre ta cause et dire voilà, il faut défendre l'athéisme parce qu'il y a tel et tel argument rationnel en faveur de l'inexistence de Dieu. Il faut reconnaître que les hiérarchies qui sont inhérentes aux sociétés humaines, parce que pour l'instant on ne les a pas dépassées, et si vous voulez je vous ferai une petite vidéo sur la société utopique de Henri Laborie, mais en attendant on n'a pas dépassé ces hiérarchies, y compris dans les pays qui prétendaient le contraire comme l'URSS, ça restait extrêmement pyramidal, et donc les hiérarchies génèrent de l'inégalité, et comme l'humain a soif de justice, même si c'est une notion qui est totalement subjective, qui repose sur rien de concret, sur aucune loi physique, mais c'est pas le propre de l'homme, hein. On a vu que les pigeons ou les primates étaient capables de remarquer une inégalité de ressources entre deux individus de leur espèce et de s'énerver. Ça a été testé moult fois chez les éthologues, et donc en gros, on a une soif de justice, une soif d'égalité, finalement, et il est normal que dans une société où il y a un trop gros déséquilibre, les inégalités génèrent une pensée qui demande la répartition, y compris une répartition qui s'appuierait sur des prélèvements forcés, voilà, et donc sur un certain collectivisme de gauche. Jordan Peterson est donc quelqu'un qui est capable de reconnaître les arguments de ses contradicteurs, qui
a une manière de débattre où même s'il est très assertif, il a l'air sûr de ce qu'il dit, et parfois il est assez théâtral, et je dis pas que c'est pas sincère, je dis pas qu'il est en train de mentir, mais il a une manière de prendre les choses très à cœur. Il y a même des conférences où il a les larmes aux yeux quand il évoque certains sujets. Donc on voit aussi une forme de sensibilité. Et d'ailleurs, il y a une certaine ironie, puisque l'écrasante majorité du public de Peterson est un public masculin, et notamment un public de jeunes hommes en manque de repères. Les gens vont apprécier le fait qu'il soit capable d'avoir les larmes aux yeux dans une conférence parce qu'il parle, par exemple, du mal-être des jeunes ou de tel ou tel problème de santé de quelqu'un. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes hommes en manque de repères qui seraient tentés par une approche plus viriliste. Il y a des gens, les fans du Raptor par exemple, seraient ravis qu'on se moque d'un intellectuel qui pleure. Mais quand c'est Peterson, parce qu'il a construit tout son capital sympathie et qu'il porte des valeurs fortes, les gens vont apprécier sa sensibilité, ça va humaniser encore plus le personnage. Alors on a vu que Jordan Peterson n'était pas quelqu'un de l'extrême droite, on a vu que Jordan Peterson n'était pas un escroc intellectuel, parce qu'il y a de la richesse dans ce qu'il dit, il y a de la subtilité, même si, pour avoir feuilleté le PDF de Maps of Meanings, j'ai un peu l'impression que ça complexifie inutilement le propos, mais j'ai pas le temps de lire Maps of Meaning pour l'instant, et je sais que c'est pas un livre qui va m'apprendre grand chose. Alors petite remarque, on trouve le PDF très facilement, pour ceux qui ont envie de le lire en anglais, et si vous êtes fan des analyses symboliques, je vous renvoie vers la chaîne de Jonathan Pajot. Ce sera un peu plus accessible au niveau du format que lire un livre de 400 pages. Et Pajot s'appuie sur beaucoup des analyses cinématographiques. Il a l'air d'être dans une position un peu réactionnaire. Je suis pas sûr de son positionnement politique, mais par exemple, il a fait une analyse de Gremlins en tant que film de Noël qui est juste passionnante. Donc voilà, si vous vous intéressez au symbolisme, vous n'êtes pas obligé d'aller lire Maps of Meaning de Jordan Peterson. Donc peut-être que son propos est parfois inutilement complexe, mais ça ne veut pas dire qu'il dit des choses fausses et qu'il les complexifie pour les cacher. C'est pas du tout comparable avec un certain Jacques Lacan, par exemple. Et donc la question qui reste, c'est est-ce que Jordan Peterson est un génie? Non, c'est pas un génie, c'est quelqu'un qui est brillant, qui a des qualités d'orateur, qui a une finesse d'analyse, et qui surtout est un signe des temps. Je reviens là-dessus, et c'est la conclusion de ma vidéo. Pourquoi Jordan Peterson est un signe des temps? Jordan Peterson est un signe des temps parce que malheureusement, en raison d'un certain nombre de tensions sur les réseaux sociaux, de tensions sur Internet en général, et qui se retrouvent après dans les médias un peu plus traditionnels, qui sont colportées, qui sont reprises par les médias, parce que du coup les médias ont compris qu'il y avait un public pour ce genre de polémique, on a en Occident une crise que je vais qualifier de crise de la masculinité, et non pas de crise de la virilité, mais enfin bon, à la base, les mots étaient un peu synonymes, c'est juste que je veux bien distinguer les masculinistes et les virilistes. J'emploie viriliste comme un terme péjoratif, et j'emploie masculiniste comme un truc neutre. Pour moi, la masculinité et la féminité, c'est une dichotomie qui est à peu près aussi obsolète que la dichotomie gauche-droite. Ça devrait être une dichotomie obsolète. Mais ce n'est pas une dichotomie obsolète parce qu'il y a plein de gens qui sont dans cette dichotomie, qui adhèrent à cette dichotomie. Pour rester sur l'idée masculinité versus féminité, il ne s'agit pas de nier les différences, notamment biologiques, entre les hommes et les femmes, et si vous voulez un tout petit échantillon de différences biologiques, je vous invite à aller voir un TED Talk de Franck Ramu sur justement la question de l'inné et de l'acquis dans les différences hommes-femmes. Je crois que le TED s'appelle « Le cerveau a-t-il un sexe ?» et c'est très très intéressant, c'est très constructif comme approche. Voilà, un mec qui parle là encore avec de la finesse et avec l'envie de rapprocher les gens plutôt que de les séparer. Mais sans nier ces différences, moi je pense que te construire en tant qu'homme ou que femme, c'est une étape du développement humain, une étape du développement de ton cerveau, mais une fois que tu es passé par cette étape, tu peux la dépasser. Moi le matin quand je me lève, je me dis pas « Ah, quelle journée je vais faire, moi qui suis un homme? Que vais-je accomplir en tant qu'homme ? Comment vais-je exprimer ma masculinité ?» Non, en fait, tu vois, pas plus que je me lève le matin en me disant « Ah, je suis un homme blanc hétérosexuel cisgenre » ou « Est-ce que je peux oppresser des femmes racisées, transgenres, queer, gender fluid ?» Non, moi, quand je me lève le matin, je me demande juste quelle est la couleur du ciel. Est-ce qu'il fait beau, que le ciel est bleu et qu'il y a de la lumière, de la luminosité, et que ça va booster mon moral, ou est-ce qu'il fait gris et qu'il pleut, etc. C'est la seule question que je me pose le matin en me levant, tu vois. Mais je peux ne pas me demander comment exprimer mon identité masculine, parce que j'ai intégré aussi le fait que j'étais un homme. Je suis hétéro, je suis cisgenre, et du coup, par ma vie sexuelle, par mon parcours amoureux, j'ai intégré tout ça. J'ai pas de problème avec la taille de mon sexe ou avec mon rôle dans la société. Et une fois que tu as
étayer ton identité avec peut-être ces outils-là, ces éléments-là, la masculinité ou ta culture, pas forcément la couleur de ta peau, mais ta culture, le fait d'être occidental ou le fait d'être de gauche ou de droite, si vraiment c'est important pour vous, une fois que tu as étayé ça, tu peux aller de l'avant et tu peux accomplir tes projets, tu peux travailler sur ta vision à long terme, tu peux mener une vie, essayer en tout cas de mener une vie la plus enrichissante possible. Et chez beaucoup de jeunes hommes, plus que chez les jeunes femmes, il y a un problème d'identité et de construction de l'estime de soi. Pourquoi il y a ce problème? Eh bien tout simplement déjà parce que les hommes deviennent matures plus tardivement que les femmes, on pourra revenir, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est une question de câblage neurologique, voilà, c'est comme ça, et l'environnement en Occident est un environnement très contrasté. Évidemment que la question du droit des personnes transgenres en Arabie Saoudite, si tu veux, c'est pas trop d'actualité. Donc, le jeune homme ou la jeune femme saoudien n'a pas trop besoin de prendre position sur ce genre de choses. Alors qu'en Occident, tu as beaucoup plus de métasystèmes différents qui cohabitent, beaucoup plus de styles de pensée différents qui cohabitent, justement parce qu'il y a plus de liberté d'opinion en Occident que dans un pays comme l'Arabie Saoudite ou comme la Chine, qui n'est pas communiste, hein, j'allais dire la Chine communiste, mais c'est un étrange mélange dystopique, la Chine. Et donc, si tu es un jeune homme qui grandit en France ou aux États-Unis, selon le tirage au sort de l'aléatoire de la vie, tu peux grandir en Corse, dans une famille où quand même les hommes et les femmes ne sont pas égaux parce que quand même l'homme est plus musclé que la femme, et voilà, c'est à la femme de s'occuper des enfants, ou tu peux naître chez Marlène Schiappa, ou chez un couple de cadres de gauche qui travaillent dans une ONG et qui habite dans le 19e arrondissement, et qui pour le coup va t'envoyer dans une association où on va t'expliquer que le genre c'est un truc qui est construit. Ne riez pas, moi je l'ai vu de mes yeux vus, j'ai fait à une époque des ateliers musicaux pour une association parisienne qui s'appelle Montmartre, c'est un jeu de mots avec Môme et avec Montmartre, c'est un truc qui propose des éveils artistiques périscolaires aux enfants, très bien, moi je faisais des ateliers de rap, tu vois, je faisais des ateliers hip-hop, et donc tous les 3 mois, les enfants rendent à un projet, ça peut être une chanson, ça peut être une sculpture, etc. Il y a une petite soirée avec les parents, etc. Et un jour, j'ai vu dans les locaux de l'association les restes d'un précédent projet, et le précédent projet, il traitait de la construction des identités sexuelles, des identités de genre. C'est un atelier qui s'adresse aux enfants de 6 à 11 ans, tu vois. Alors, il est évident que la société impacte aussi la vision des répartitions des rôles sexuels et genrés. Il s'agit absolument pas de le nier. C'est pour ça que j'ai mis un petit Margaret Mead derrière moi, tu vois, c'est pour montrer que j'ai fait mes classes à ce niveau-là. Mais est-ce qu'à 6 et 11 ans, c'est vraiment super important et prioritaire d'expliquer ça, tu vois? Je suis pas sûr. Mais voilà, tu peux venir au monde dans ce milieu-là. Et justement, le milieu social va influencer ton destin. Tu peux naître dans des départements qui n'ont pas du tout la même connexion au monde. Tu peux naître à Paris, tu peux naître à Nantes, Bordeaux, ou tu peux naître dans Lyon. Voilà, ça va jouer évidemment sur ton accès à la culture, et par extension, quand je dis culture, c'est les normes et les mœurs, c'est pas la culture au sens lire Racine, ou aller voir Marvel, c'est pas ce que je te dis. Mais évidemment, ça fait partie aussi de la culture, parce que ça envoie des signes, ça envoie de la mémétique à ton cerveau. Et évidemment que si tu grandis dans une petite ville où le premier cinéma d'arrêt d'essai, on va en reparler bientôt, est à 2 heures de route, tu vas peut-être pas aller voir des films d'impressionnisme allemand, alors que si tu fais tes études à Paris, comme c'est mon cas, t'as une tripotée de cinémas d'arrêt d'essai qui sont à 10 minutes en métro. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui joue. Et donc même chose aux États-Unis, tu peux naître chez des rednecks, tu peux naître en Californie, à Palo Alto, tu peux naître à New York, etc. Avec des milieux très différents, donc une éducation différente, et forcément un destin très différent. Tout ça pour dire que du coup, dans les pays occidentaux, pour prendre juste les États-Unis et la France, on va faire simple, tu vas avoir des milieux très conservateurs, tu vas avoir des milieux très progressistes, entre guillemets, tu vas avoir des gens qui sont contre le mariage pour tous, et tu vas avoir des homosexuels mariés, qui trouvent ça scandaleux qu'il y ait une manif pour tous, qui évidemment n'est pas pour tous. C'est en général, quand il y a le nom d'un truc, la réalité c'est le contraire, c'est comme le ministère de l'Emploi, c'est plutôt le ministère du Chômage en vérité, tu vois. Ou Pôle emploi, c'est plutôt Pôle chômage, Pôle emploi. Et du coup, un individu qu'on prend et qu'on jette dans un milieu qui serait le plus neutre, alors je ne saurais pas ce que ça veut dire exactement un milieu familial neutre en Occident, mais quelqu'un qui aurait vraiment le choix avant 20 ans, qui n'aurait pas une famille qui le pousse vers tel ou tel système de valeurs,
bah, il se retrouve à 20 ans en train de se dire quel adulte je vais devenir. Et il y a d'un côté un discours qui dit que si tu oses parler à une fille dans la rue, tu es un violeur. Allez, j'exagère, tu es un harceleur de rue. Hein, ça, c'est le cas Marion Seclin qui incarne très bien un féminisme toxique. Il paraît qu'il y a une masculinité toxique, alors il faut reconnaître qu'il y a aussi un féminisme toxique. Les vidéos de Marion Seclin, le site mademoiselle.com qui te parle d'oppression systémique, alors qu'en gros, leur patron c'est un homme et que tous les autres employés sont des femmes. Donc moi j'appelle pas ça l'inclusivité ou le féminisme, j'appelle ça un harem. Mais continue à parler d'oppression systémique en travaillant pour ton patron dans ton poulailler, tu fais comme tu veux. Hein. Et puis tu vas avoir le discours d'Alain Soral ou du Raptor, tu vas avoir le discours d'Étienne Chouard et le discours d'Usul en matière de politique. Tu vas avoir des carrières très différentes, peut-être que tu vas devenir maçon et être dans un milieu plutôt masculin où on boit de la bière à la pause de midi, ou te retrouver à faire des études de lettres et peut-être à évoluer dans le milieu de la conservation des arts, des œuvres d'art. Voilà, si tu fais une histoire de l'art, ce genre de choses, et tu vas être dans un milieu plutôt à gauche, t'as tous ces choses-là qui cohabitent. Et je le répète, la possibilité de vie alternative est beaucoup plus limitée en Arabie Saoudite ou au Yémen. Ça paraît une évidence. Tu combines ça au développement tardif du cortex préfrontal chez les êtres humains, tu obtiens des jeunes hommes qui sont en manque de repères, parce qu'on a supprimé un certain nombre de rituels, notamment, c'est terrible de le dire, moi ça me fait pas plaisir de le dire, mais on a supprimé le service militaire obligatoire. Moi je fais partie de la première génération qui a fait une journée de préparation à l'appel, à la défense, un truc comme ça. Voilà. Mais quand j'étais ado, moi c'était ma phobie totale de faire un service militaire, parce que je voyais Full Metal Jacket, tu vois. Et je supporte pas l'autorité, surtout quand elle est pas légitime, et pour moi, un mec à l'armée n'a aucune autorité légitime à m'imposer, tu vois, il a pas fait ses preuves spécialement, j'ai aucune raison de lui obéir. Donc je me voyais déjà passer l'intégralité de mon service militaire au trou, ou à me faire harceler par mes supérieurs, et je suis très heureux de pas l'avoir fait, mais je constate aussi, pour l'avoir vu pendant la journée d'appel à la préparation à la défense, j'ai vu que même dans les Yvelines, parce que moi j'ai fait ça à côté de Versailles, il y avait des gens qui étaient en position de quasi-illettrisme. Le service militaire à l'époque, il servait aussi à trouver les gens qui étaient illettrés et à les remettre à niveau. Il servait aussi à donner des notions d'hygiène aux gens qui grandissaient dans des fermes et qui étaient un peu pas très propres, etc. Ça créait une certaine uniformité de la population, mais ça donnait des bases. T'apprenais à repasser tes chemises, t'apprenais à plier ton lit. Alors ça veut pas dire qu'une fois après le service militaire, tu gardais ces habitudes. Mais pour avoir eu un militaire dans ma famille, oui, le mec, il était célibataire et à 30 ans, il savait repasser ses chemises, faire ses lessives, etc. Le mec était autonome. C'est pas le meilleur rituel de passage à l'âge adulte qu'on peut fournir aux gens, si tu veux. Mais c'est un rituel. Et aujourd'hui, il n'y a plus de rituel de passage à l'âge adulte pour les hommes. Alors ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'il y a comme rituel pour les femmes. C'est une vraie question et un vrai problème aussi, potentiellement. Et c'est pour ça que notamment le coaching séduction, ce que certains appelleront la communauté des pick-up artistes, s'est développée en Occident et se développe aussi en France avec un décalage par rapport aux États-Unis, c'est parce que le coaching séduction a remplacé le service militaire. C'est un rituel de passage à l'âge adulte, sauf que là où le service militaire, c'est un rituel bleu, métasystème bleu, le coaching séduction, c'est un rituel orange. Bon, je rentre pas dans tous les détails, mais on a une vraie problématique aujourd'hui sur la crise de la masculinité, je suis désolé d'employer ce mot, je le répète. Et ça, c'est un des éléments qui explique le succès de Jordan Peterson en tant que signe des temps. Il y a ce signe des temps de conflit interne à l'Occident, avec, certains diraient, une perte de repères, ça c'est le vocable un peu réactionnaire, avec de l'autre côté des gens qui freinent des quatre fers contre le progrès social, ça va plutôt être le champ lexical de la gauche, et au final, il y a beaucoup de perdants dans ce conflit, alors que tu peux très bien être un hétérosexuel qui est croyant et qui veut se marier, et respecter le droit des homosexuels à se marier. C'est pas contradictoire, en tout cas ça ne devrait pas être contradictoire. Tout ça pour dire que Peterson, parce qu'il a ses qualités d'orateur, parce qu'il a de la finesse, et parce qu'il porte un discours qui critique un certain progressisme, eh bien il a trouvé une audience chez beaucoup de jeunes adultes, notamment des hommes, en manque de repères. Alors, est-ce que ça veut dire que je recommande à un jeune adulte, homme ou femme en manque de repères, d'aller écouter Jordan Peterson? Pas nécessairement, je n'invite pas non plus à le boycotter, ça n'a aucun sens, il dit des choses qui peuvent être inspirantes, surtout si tu ne supportes pas les social justice warriors, tu vas passer un bon moment en écoutant Peterson, ça c'est sûr, mais il y a des gens dans le intellectual dark web, puisque c'est désormais son nom, il y a des gens dans ce milieu, dans le milieu
qui critiquent une dérive fascisante du pseudo-progressisme. Il y a des gens bien plus intéressants et bien plus fins. Je pense notamment aux frères Weinstein, qui n'ont rien à voir avec Harvey Weinstein, hein, je le précise. Donc Brett Weinstein, qui est biologiste, évolutionniste, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs que je vous invite à aller voir, et qui parle de biologie, et qui parle d'évolution, et dont la femme est biologiste, donc c'est absolument génial, des fois ils ont des petits échanges, etc. Sachant que Brett Weinstein est plutôt quelqu'un de gauche, qui serait en tout cas plus à gauche que Jordan Peterson, même s'il est capable d'avoir des débats constructifs avec lui. Ils ont fait notamment un passage en duo chez Joe Rogan, que je vous recommande. Je recommande aussi et surtout le trop rare Eric Weinstein, donc le frère de Brett, qui lui est mathématicien, et qui a une subtilité d'analyse qui est, je trouve, enthousiasmante. Moi je pense que ce mec, s'il y a vraiment un génie dans le intellectual dark web, c'est Eric Weinstein, et malheureusement il crée pas assez de contenu, il a créé une chaîne mais il y a 4 pauvres vidéos, c'est vraiment pas intéressant. Par contre, ses interviews chez Dave Rubin ou chez Joe Rogan sont vraiment excellentes. Et puis bien sûr, il y a d'autres intellectuels comme Jonathan Haidt qu'il faut vraiment aller suivre. Le travail de Jonathan Haidt sur justement ce que je vais appeler l'éloge de la rationalité contre le hooliganisme politique est vraiment passionnant, il est vraiment d'utilité publique. Et il y a évidemment Robert Sapolsky, lui-même biologiste, dont il y a toutes les conférences à Stanford qui sont disponibles sur YouTube. Donc franchement, si tu te mets à suivre Sapolsky, les frères Weinstein et Jonathan Haidt, là tu as une magnifique brochette d'intellectuels non consensuels qui sont hyper stimulants, avec un contenu hyper affiné, qui sont, je pense, supérieurs à Jordan Peterson, et ça n'enlève rien aux qualités de Jordan Peterson. Et après avoir montré que Jordan Peterson n'était ni un escroc, ni un génie, ni un leader d'extrême droite, il reste à répondre à la question, est-ce que c'est un gourou? Oui, c'est un gourou, mais pas dans le sens péjoratif. Il est un gourou, comme toute personne qui prend des positions fortes, qui a un certain charisme, et qui va fédérer une audience autour de lui. J'espère que la vidéo a été enrichissante et intéressante, malgré la lumière déclinante. Quelques propositions pour m'aider à tirer la chaîne vers le haut et à développer mon entreprise. Tu peux laisser un pouce bleu, c'est bon pour le référencement. Ne le mets que si tu as aimé la vidéo, te force pas à mettre un pouce bleu si t'aimes pas. Si tu n'as pas aimé, tu mets un pouce rouge. Tu peux mettre un commentaire, tant que c'est constructif et que ça tire le débat vers le haut, ça me va. Tu peux dire que je raconte des bêtises, il faut juste argumenter. Tu peux partager la vidéo sur tes réseaux sociaux ou l'envoyer à des contacts si tu as envie de leur présenter Jordan Peterson de manière autre que les caricatures qui en sont faites dans certains médias. Et si tu veux aller plus loin que le partage réseaux sociaux, le pouce, le commentaire, etc., si tu veux un autre type d'interaction, tu peux t'abonner à ma newsletter. J'envoie en général un mail par mois qui parle de psychologie, de biologie ou d'entrepreneuriat. Ça dépend des humeurs. J'envoie rarement plus qu'un mail par mois, sauf en période de promotion, parce que j'envoie aussi parfois des codes promotionnels exclusifs sur mes coachings. Mais de toute manière, j'ai pas le temps d'écrire plus d'une newsletter par mois en général. Donc ça me permet aussi comme ça de préserver mon audience et de ne pas être trop envahissant avec les abonnés de la newsletter. Prends soin de toi, prends soin du monde, ça peut servir.